Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bâtisseurs, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs de la teranga sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre d'un homme qui s'est lancé dans un secteur déjà bien alimenté au Sénégal, celui de la restauration rapide. Sans plus tarder, je vous propose de le découvrir dans ce reportage. Tasse de café dans une main et livre dans l'autre, Youssoupha Ba tient à abreuver son corps et son esprit pour bien débuter sa journée. Et quoi de mieux qu'un livre sur la motivation? Ça, c'est sur le succès par la pensée constructive. Je lis beaucoup de livres qui parlent de développement personnel, d'économie, de marketing et beaucoup de panafricains aussi. Il faut toujours apprendre. Il ne faut pas cesser d'apprendre. Tous les jours, on apprend parce qu'on est toujours à la conquête du savoir. Et s'il souhaite tant s'enrichir intellectuellement dans différents domaines, c'est pour mieux gérer l'un des fast-foods les plus réputés de Dakar. Le Wonderfood, qu'il a créé en 2017 en implantant le premier restaurant dans le quartier de Sacré-Cœur. Les clients y trouvent de tout, boissons locales, pizza, burgers pour leur plus grand plaisir. Je viens souvent à Wonderfood parce que là on est bien accueilli et il y a la propreté et on est bien servi. Wonderfood fait partie des pizzerias les plus connues, les plus populaires, les plus cool d'elle. Et en dehors de cette pizza, est-ce qu'il y a d'autres spécialités que vous aimez manger ici aussi? Ouais, des tacos, des fois des crêpes. S'il y a bien un mets qui les différencie des autres fast-foods, c'est leurs crêpes. Un secret bien gardé que son PDG ne compte pas révéler de sitôt. Il y a une touche qui est assez personnelle et qui fait la distinction, qui fait la différence entre tous les ressources. Aujourd'hui, chez nous, on a un goût qui est assez particulier et c'est notre botte secrète, voilà. Ah non, on ne peut pas divulguer ça. L'homme derrière ce secret est Moustapha Diagne, chef cuisinier à Wonderfood et unique associé de Youssoupha. En plus d'avoir suivi une formation, l'homme est riche en expérience dans le domaine de la restauration. On a formation en restauration, puis là on a fait. Après aussi, liggéey naa fii ci yenn entreprise yu mag, yenn resto yu mag yu nekk sur place. Donc par formation, def naa presque 2 ans yoo xam ni stage rek laa koy def pour rek am expérience quoi. Ci ay réseaux yu différents quoi yu nekk fii. En plus chance bi ma am mooy man bi ma paree stage fi ma jaar yëpp ay chef tubaab laa liggéey wala ay chef naar yoo xam ni yu jóge France ñëw fii xam nga yooyu moo gën a may yenn expérience yi quoi ci ñoom laa ko jëlee te liggéey naa lu mu dee ak ay presque ay 5 ou 6 chefs différents yoo xam ne yëpp ay tubaab lañ wala ay naar la. Youssoupha souhaite aussi que le passage des clients soit un moment agréable pour ces derniers. C'est pour cela qu'il y a des espaces de détente dans ces restaurants. Par là, on a la terrasse. Les clients ils viennent ici à 13h pour manger. Et on a une table de billard pour le soir. Et des gens qui veulent consommer des cocktails et tout, ils peuvent se mettre ici et même regarder des matchs de foot. Voilà, donc c'est notre terrasse, une petite terrasse, avec un bar là-bas aussi. L'entrepreneuriat au service du social, telle est sa devise. De ce fait, des coffres sont présents dans tous ces fast-foods afin de collecter de l'argent pour les mosquées. Bon, on est des croyants, on est des musulmans, comme je vous l'avais dit ce matin chez moi. Maintenant, nous avons des caissons. Au niveau de chaque resto, les clients peuvent laisser leur monnaie, notamment nous et d'autres. C'est une manière de participer à la communauté religieuse et tout. Donc, ça, c'est pour les mosquées. C'est des dons que nous faisons pour les mosquées. Les clients peuvent aussi participer. Nous, à la fin du mois, on donne une contribution pour la mosquée. Pour répondre à une demande de plus en plus grande à Dakar, Wonderfood a ouvert un 3e restaurant du côté de Castor. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de nombreuses personnes et personnalités de la scène médiatique sénégalaise. Tous ne lui ont souhaité que du bien. Vraiment un grand monsieur, des jeunes, des xalé, waaye ku bëgg réewam la, ku jàpp ci développement wu réewam la parce que lii mooy Sénégal. Liggéey bi rafet na, set na, sell na te neex na. C'est un énorme plaisir tey ñu ñëw teewee ubbi bi. teewee li nga xam ne mooy inauguration bébé bi te xam naa ni bébé bu nar a géant la nar a nekk bu pata bu obèse gay ngeen
Donc vraiment ça fait plaisir te yàlla na doon li nga xam ne tu vois dina doon njiglaayam bu baax a baax te mérité na ko lu mu am rek mérité na ko parce qu'il travaille dur parce que c'est un gars qui est machallah sur tous les plans. Youssoufa Ba espère que dans les années à venir, son slogan « Trop bon, trop Wonder » soit dans le clair conscient de la majorité des Sénégalais. De retour sur ce plateau avec notre invité, monsieur Youssoufa Ba. Bonjour. Bonjour Moustapha. Alors, Wonder Food est-il votre premier coup d'essai ou Youssoufa Ba est un multirécidiviste? Vu dans ce sens-là, au vu de mon parcours et tous les obstacles que j'ai eu à rencontrer, je peux me définir ainsi, comme un multirécidiviste. Et quelles sont les entreprises que vous aviez déjà eu à mettre sur pied? Dans un premier temps, bon, même avant de mettre en place des entreprises, j'ai eu un parcours en tant que jeune. J'ai eu à donner des cours à domicile, mais vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat, je me suis lancé il y a 5 ans via une boîte de communication et après je me suis lancé dans la restauration rapide. Et est-ce que ces expériences vous ont été bénéfiques? Ça a été une expérience belle car j'ai eu à rencontrer des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans la vie que dans l'entrepreneuriat. Donc cette expérience a été bonne et belle, comme je vous ai dit, et grâce à tout cela, je suis arrivé à ce stade-là aujourd'hui dans la restauration rapide. Justement, vous n'avez pas suivi de formation en restauration, encore moins en restauration rapide. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur? Un vrai concours de circonstances et une opportunité. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui m'a fait comprendre que l'entrepreneuriat dans la restauration rapide est un secteur porteur. Et je ne l'ai pas regretté aujourd'hui au vu des résultats que nous avons eus. Alors, cette personne, c'est sûrement Moustapha Diagne, qui est votre cuisinier et unique associé. Justement, par rapport, grâce à ce cas-là, quels sont selon vous les critères déterminants dans le choix d'un associé? Il y a un critère qui s'appelle la chance, parce que vous pouvez tomber sur des personnes qui ne sont pas de bonne foi. J'ai eu la chance de tomber sur une belle personne qui m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, dans le secteur de la restauration rapide, il y avait des opportunités à saisir. Donc le choix, déjà le premier critère, c'est la chance. Le deuxième critère qui est très important, c'est la qualification. Parce que vous le savez bien, quand on met en place une entreprise, il y a 3 sous-secteurs qu'il faudrait bien maîtriser, c'est-à-dire les finances, l'aspect marketing et l'aspect technique. Comme j'avais eu une expérience au vu aussi de mes études, je maîtrisais un petit peu la partie marketing et la partie financière. Donc il me fallait s'associer avec une personne qui maîtrisait la partie technique, en l'occurrence Moustapha Diagne dont vous parlez, qui est un très bon chef cuisinier, qui a fait également tout son parcours au Sénégal comme moi. Les restaurants s'activant dans le domaine de la restauration rapide au Sénégal sont nombreuses. Comment vivez-vous au quotidien cette concurrence? Bon, également c'est vrai qu'il y a une concurrence, mais une concurrence saine, parce que nous, quand on est arrivé sur le marché, on s'est dit d'abord il fallait qu'on ait des produits novateurs. En réalité, on s'est un peu démarqué de ce qui se faisait sur le marché. Donc, ça nous a permis de se démarquer de nos concurrents. Donc, aujourd'hui, on ne sent pas trop la concurrence, à dire vrai. Peut-être on peut citer 1 ou 2 restos qui ont des produits assez similaires à ce que nous faisons. Mais pour vous dire, on s'est démarqué dès le départ grâce à nos produits, parce que sur notre carte, comme par rapport aux fast-food classiques qui ont à peu près 10 à 15 produits, nous avons au moins 30 voire 40 produits et chaque année, nous renouvelons certain nombre de produits sur notre carte. Par rapport à ces éléments de différenciation, comme vous le dites, pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Qu'est-ce qui pousse les clients à préférer Wonder Food qu'un autre fast-food? Si je prends sous l'angle marketing, déjà, le premier point, c'est le produit, il est totalement différent de la conception à l'emballage à la vente. Le produit est totalement différent. Sur le prix, nous avons un prix qui peut pénétrer le marché à tous les niveaux, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui sont à un niveau beaucoup plus aisé également. Le troisième critère, c'est la communication. Nous savons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un élément déterminant dans le plan marketing d'une entreprise, où j'ai eu la chance d'avoir auparavant une entreprise dans la com. Donc j'ai pu saisir l'efficacité et les opportunités qu'offraient les réseaux sociaux. Donc j'arrive à entrer dans les foyers des gens qui sont proches et qui sont loin de nous.
Le quatrième point qui est assez important aussi, c'est l'aspect de la distribution. Aujourd'hui, nos clients peuvent avoir le produit en étant chez eux parce que nous livrons à des coûts réduits également. Et si nous revenons au premier point, le produit, on a un produit que nous trouvons nulle part sur le marché à part un ou deux concurrents. Et le goût constitue une marque déposée chez nous. Wonder Food a un goût qui est quasi exceptionnel, ça je peux le dire, et grâce à notre chef cuisinier qui fait du bon travail. Alors, vous n'avez jamais été intimidé par cette concurrence, que ce soit au début ou même à présent? Bon, vous savez, il faut jamais se dire qu'on est à l'abri de toute éventualité. Donc nous, aujourd'hui, nous savons que les concurrents sont là et il y a des gens qui viennent chez nous bencher pour voir le modèle qu'on a mis en place parce que c'est un modèle que les Sénégalais ont apprécié. Un espionnage en quelque sorte? Oui, tout à fait, on peut le dire ainsi si vous voulez. Donc on n'a pas peur de cette concurrence, mais à vrai dire, on se dit pas qu'on a gagné le marché, qu'on a gagné le cœur des Sénégalais, on a envie de gagner encore plus le cœur des Sénégalais. Donc on travaille davantage dans ce sens-là. Mais on remarque que vos trois restaurants, un à Sacré-Cœur, un autre à Castor et un autre à Ouest-Foire, sont tous implantés à Dakar. Pourquoi ce choix? D'abord, le pouvoir d'achat qui est très important. Si vous voyez bien, c'est vrai que j'habite à Sacré-Cœur. Je me disais dès le départ qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ma communauté, là où je vis. Mais après cela, il faudrait voir le pouvoir d'achat parce que, vous le savez bien, aujourd'hui même, on est dans un contexte de pandémie. C'est pas facile pour un Sénégalais d'acheter un hamburger à 1500, de se payer après la livraison. Tous les Sénégalais n'ont pas ces moyens. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des produits intermédiaires et des produits de haut de gamme. Donc, on s'est dit en réalité qu'on allait s'implanter dans des zones où on est sûr qu'on aura ce pouvoir d'achat et les gens ont cette culture de fast-food. C'est la raison pour laquelle on a choisi ces trois lieux. Mais envisagez-vous dans les années à venir, ou peut-être pas sous peu, ou peut-être sous peu, vous installer hors de Dakar par exemple? Si, c'est dans nos perspectives. Si vous voyez bien, on a commencé à Sacré-Cœur, on couvre un certain nombre de kilomètres de rayon. Là, on s'est installé à Ouest-Foire qui couvre les Almadies, Nord-Foire, là à Castor qui couvre HLM, notamment les zones environnantes. Mais on s'est dit d'abord on allait ouvrir des réseaux qui sont pas trop proches mais pas trop loin pour quand même pouvoir maîtriser notre projet. Parce qu'en termes de logistique, il nous fallait investir énormément. Et aujourd'hui, comme on est parti sur fonds propres, on n'a pas les moyens d'étendre nos tentacules dans tout le pays. Mais dans l'horizon 2024-2025, si on a l'accompagnement qu'il faut et si on a les moyens qu'il faut, s'il plaît à Dieu, on va s'implanter d'abord dans la banlieue, surtout à Keur Massar, qui constitue un bastion important parce que c'est 700 000 habitants dans une zone de forte densité. Après, c'est vrai, nous visons les régions, notamment Mbour, qui a une grosse économie, et Thiès, pourquoi pas les autres régions et notamment la sous-région. Alors, chers téléspectateurs, Monsieur Youssouf Abba vient de nous donner une exclusivité. Wonder Food sera bientôt présente à Keur Massar. Inch'Allah. Et justement, quelle sera la politique de prix? Est-ce qu'elle sera toujours la même que les Wonder Food de Dakar ou elle va être différente? En fait, en réalité, pour créer une asymétrie partout, ce sera très difficile. Mais sur les produits que nous proposons, dans certaines zones, c'est vrai que la carte sera revue dans chaque zone au vu du contexte et de la réalité de la zone. Donc sur Sacré-Cœur, on a une carte spécifique. À Ouest-Foire, on a une carte à peu près similaire avec 2-3 produits de prix intermédiaires qui permettent à ces gens qui habitent dans ces zones-là de pouvoir avoir accès à nos produits, notamment dans les autres zones où nous allons ouvrir. Alors vous aviez dit que vous avez besoin d'une aide pour justement vous développer. Quelle est cette aide-là? Ou bien quelles sont ces aides? Parce que je ne l'ai pas dit, mais en réalité, on est parti sur fonds propres. Donc c'est assez difficile. Moi, mon expérience a été de m'inscrire dans des tontines parce que je travaille dans une entreprise de la place, je gagne un salaire là-bas et j'ai pu économiser via des tontines qui m'a permis en vrai de financer le projet. Mais aujourd'hui, nous avons contacté certaines structures publiques pour nous accompagner dans notre développement, notamment la DER. Donc nous attendons un retour. On a eu un retour vraiment positif, mais nous attendons leur réaction sur le plan financier quand même pour étendre nos tentacules et pourquoi pas avoir un business angel également qui croit en notre projet et en notre vision. Alors, si je vous demandais sur le court terme, quelles sont vos ambitions pour Wonder Food? Déjà,
asseoir une base solide sur ces 3 restos, que ça tourne bien déjà et que peut-être éventuellement dans un court terme, d'ici décembre, je peux vous le dire également, ouvrir un 4e resto, garantir à nos employés un emploi pérenne qui puisse se développer également en entreprise, parce que nous avons une politique d'entreprise en interne. On a eu des techniciennes de surface qui sont devenues caissières, qui puissent avancer et évoluer dans l'entreprise. Donc c'est surtout ça, et répondre aux attentes aussi de nos clients. Et sur le long terme, avez-vous des ambitions d'internationaliser Wonderfood? Effectivement, parce que nous voulons inverser la tendance. Donc d'autres enseignes sont à Dakar, nous voulons être présents chez eux. Pourquoi pas, c'est possible. Par exemple, où est-ce que vous visez par exemple le voisin gambien ou le voisin malien? Oui, parce que nous visons d'abord, au-delà du Sénégal, nous visons d'abord la sous-région, les pays limitrophes, notamment Banjul, notamment Nouakchott, notamment Abidjan. Mais quels sont les critères qui peuvent entrer en jeu? Est-ce que là, ce sont des critères socio-économiques ou socio-culturels? Plusieurs critères entrent en jeu en réalité. L'aspect économique entre en jeu, l'aspect culturel entre en jeu. Nous discutons également sur le format parce qu'il se peut qu'on puisse s'associer avec des locaux, des résidents de ces pays. Nous sommes en train de voir quelle est la meilleure formule ou même faire une franchise. À présent, nous avons une surprise pour vous. Je vous propose de prendre cette tablette et d'appuyer sur Play. C'est un cadre de haut niveau, quelqu'un de très brillant. Étant jeune, il utilisait ses argents de poche pour tourner cet argent pour pouvoir le multiplier. Donc il a toujours eu, je peux dire que c'est quelque chose d'inné. Il a toujours su entreprendre étant jeune. En fait, c'est quelqu'un qui est très présent et respectueux. Moi, en fait, je suis comme je vous l'ai dit au début, je suis l'aîné, lui il est le cadet. Mais comme anecdote, moi quand j'ai commencé à travailler, donc je suis délégué médical de formation. Il y a un mécanicien qui m'avait prêté une batterie. On louait ça quand tu n'avais pas les moyens d'acheter, on te louait ça. Le gars, il m'a loué, donc j'avais de la peine à payer. Mais quand le gars est venu pour récupérer ça, Youssou, il était très jeune, hein, ça m'a surpris. Mais devant le gars, il a pris ma part. Il lui a dit non, c'est mon grand frère, il t'a dit qu'il ne peut pas le faire. Donc je te demande, je porte garant de sa personne. S'il ne te paye pas d'ici demain, moi je vais te payer. Alors qu'il n'avait aucun revenu. Donc c'est quelqu'un qui est très très porté famille. Donc comme on dit, peut-être c'est quelque chose que la maman nous a inculqué, parce que quand tu vois ta maman te décarcasser pour sa famille, ça t'inspire. C'est quelqu'un qui est toujours présent pour sa famille. Youssoufa, c'est quelqu'un de généreux déjà. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis très jeune. Mais je sais que c'est quelqu'un de généreux. Et aussi, c'est quelqu'un de très persévérant. Donc lorsqu'il a une idée en tête, lorsqu'il a un projet en tête, il essaie de se donner les moyens de réussir ce projet-là. Et je pense que c'est des qualités qui sont très importantes et que Youssoufa a. Il a surtout étudié durant toutes les vacances, il était à Saint-Louis pour apprendre le Coran. Il l'a fait des années et des années. Donc à chaque grande vacance, je les envoie, lui et ses frères, aller étudier à Saint-Louis. Donc je crois que ça l'a beaucoup façonné. On peut dire que ça a été peut-être un déclic de quelqu'un de très posé, mais aussi de quelqu'un de très entreprenant. Déjà pour nous venons d'une famille, du côté de nos mères, d'une famille maraboutique, la famille de Thierno Mansour Baro de Mbour. Donc la religion occupe une place super importante pour nous. Déjà on est musulmans. Et je vais vous parler de quelque chose par rapport à sa société Wonderfood. Un jour il m'a dit, Biram, ce qui me plaît le plus dans ce projet, c'est que nous donnons à manger aux gens. Et puis d'ailleurs, j'ai une idée. Je voudrais que chaque Wonderfood établi dans un quartier, que la mosquée la plus proche du Wonderfood puisse bénéficier des recettes de Wonderfood. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il a mis en place Wonderfood Help, qui aide les gens, les clients peuvent donner de l'argent, eux aussi ils donnent, et que cet argent-là est reversé aux mosquées environnantes. D'être toujours poli vis-à-vis de ses grands frères, vis-à-vis des gens avec qui il traite, ça c'est très important. Et de persévérer dans ses prières, parce que c'est important, parce que je crois que ça l'a suivi depuis le bas âge, de ne jamais rater ses prières et d'être correct et poli, c'est important.
Pour Youssouf, je te dis de ne point changer. Il faut être ambitieux, mais que cette ambition, que ça soit guidé par tes valeurs que tes parents et tes grands-parents t'ont inculquées. Donc te dire de continuer de penser à la famille. Donc on est une famille qui est assez large. Ta maman a des sœurs, a des frères et tu vois que tout le temps ils sont ensemble. Ils s'entraident. Je veux que tu prennes ces comportements de la maman comme leitmotiv dans ta vie. J'ai dit à Youssoufa, never change, just keep it going. Ok, merci. Je vous en prie. Nous venons de le voir, c'était des témoignages des membres de votre famille. On aimerait savoir, quel est l'apport de votre famille dans votre vie d'entrepreneur? D'abord, après avoir vu ces témoignages, je ne peux que remercier ma famille. Mais chez nous, la famille représente tout en fait. C'est la base, c'est le début et la fin de tout. Je pense que sans la famille, on n'a rien. Ouais. Alors, ils l'ont dit, vous êtes une personne combattante et qui n'attend rien de personne. Et ce, malgré, disons-le, le statut assez aisé de votre famille. Quelle est votre philosophie? Bon, mon frère l'a dit aussi, hein. Bon, on nous a éduqués de cette manière parce que ma mère nous a toujours fait comprendre qu'il fallait se battre dans la vie. Donc, c'est assez fondamental chez nous. Et comme l'a également dit mon cousin, nous venons d'une famille maraboutique. Et à chaque vacances, on avait la chance d'aller chez nos grands-parents, apprendre le Coran et apprendre les préceptes aussi de l'islam, ce qui nous a forgé. Donc la religion occupe aussi une place importante dans votre vie? La place la plus importante. Et toujours concernant ce statut, comment faites-vous pour que l'étiquette de fils d'eux ne vous colle pas au quotidien? Ou du moins que l'on ne vous l'attribue pas? J'ai très tôt eu la chance de pouvoir me détacher naturellement de ça. Comme je vous l'ai dit, étant jeune, ma mère nous donnait chacun de nous un argent de poche comme tous les jeunes. Sachant que j'aime la vie, j'aime bien m'habiller, j'aime sortir, être avec mes potes et profiter de la vie. Et comme je ne voulais pas voler de l'argent, je donnais des cours à domicile à mes petits frères du quartier. Et leurs parents me payaient un certain montant à la fin du mois qui me permettait de subvenir à tous mes besoins. On ne vous l'a jamais attribué, cette étiquette? Fils d'eux. Ça arrive, vous savez, on peut des fois pas se détacher de sa vraie vie, on n'y peut rien. C'est comme ça, peut-être nos parents sont battus pour occuper une certaine fonction ou un certain niveau de vie. Après, on ne peut pas se détacher de ça. Mais bon, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de me battre pour pouvoir subvenir à mes besoins et peut-être plus tard aider ma famille comme je le fais actuellement, comme je peux. Mais nous avons été éduqués de cette manière. Après, bon, j'ai eu à bénéficier du soutien de mes parents et j'en suis fier. J'ai côtoyé de bonnes écoles, publiques ou privées. Et grâce aux moyens qu'ils ont mis à contribution pour mon développement, j'ai bénéficié de ça. Ça, je ne m'en cache pas. Après, bon, cela ne veut pas dire que je me suis reposé sur des lauriers toute ma vie. Non, je n'ai pas eu une cuillère en or. Il fallait se battre. Que je le veuille ou non, ça a toujours été comme ça et on nous a éduqués comme ça. En plus de la casquette d'entrepreneur, vous arborez aussi celle du cadre dans une structure parapublique. Effectivement. Pourquoi ce choix? On peut penser aisément que, compte tenu des revenus générés par Wonderfood, vous avez de quoi vivre aisément. Je l'ai dit tantôt, pour moi la famille c'est la base de tout en fait. Je ne peux pas quitter ma société par ma simple volonté. Parce que ma mère me demande de rester davantage en entreprise parce qu'il y a plus de sécurité. C'est notre mentalité, il faut le comprendre. Vous savez, quand vous êtes dans une société, il faut pouvoir être souple et flexible, accepter certaines choses, surtout venant de nos aînés. Et comme on nous a éduqués comme ça, moi j'ai fait le choix d'écouter ma mère. Et face à la pandémie, on a compris que peut-être une source de revenus ne suffisait pas. Donc je trouve qu'elle a eu raison, surtout. Et je continue à faire ce choix, à essayer d'être en entreprise et d'avoir mes activités personnelles, surtout dans l'entrepreneuriat. Et comme je vous ai dit aussi au début, j'ai eu la chance d'avoir un bon associé qui se charge bien de tout ce qu'il faut pour cette entreprise. Et je le remercie au passage, parce que grâce à lui, aujourd'hui, Wonderfood est devenu ce qu'elle est. Et je pense que si je ne l'avais pas à côté de moi, aujourd'hui, on n'en serait pas là.
Envisagez-vous de vous consacrer essentiellement à votre entreprise dans le futur? Effectivement, j'attends de voir que l'entreprise grandisse. Il arrivera un moment où je ne pourrai plus allier les deux. Je saurai que je ne pourrai plus respecter mes engagements au niveau de mon entreprise. Là, c'est sûr que je vais quitter. Mais bon, pour le moment, ça se passe très bien. J'arrive à allier les deux. Donc, pourvu qu'elle grandisse très vite et qu'on se consacre entièrement à cette structure. Justement, par rapport à la gestion de vos différentes activités, comment faites-vous au quotidien? Très difficile, ça je le dis à mes frères, jeunes frères ou grands frères même. C'est très difficile parce qu'il faut se lever à 8 h, aller au bureau, finir des fois à 18 h, rentrer chez moi avec des documents pour travailler à nouveau et après faire le tour des restos, c'est pas facile. Donc c'est important pour un entrepreneur, même qui n'est même pas en entreprise, d'avoir un bon associé parce que c'est pas facile d'être seul dans une entreprise. Parce que des fois il y a des hauts et des bas. Il faut avoir une épaule sur laquelle on peut se reposer. Dans le reportage, vous lisez énormément de livres, notamment ceux qui parlent du développement personnel. Effectivement. Quelle est la place qu'occupe le développement personnel dans votre vie? Ou pour faire plus général, quelle place doit occuper le développement personnel dans la vie d'un entrepreneur? Je pense que le développement personnel occupe une place très importante chez un entrepreneur. Pourquoi je le dis? Moi, en étant jeune, je me suis armé de sciences, c'est-à-dire j'ai fréquenté des écoles, c'est vrai, mais derrière, je me suis construit moi-même à travers des bouquins, à travers des expériences d'autres personnes. Donc je pense que les jeunes devraient comprendre que le développement personnel constitue une base importante pour un entrepreneur. Justement, quels sont les critères qu'il faut beaucoup plus développer? La confiance en soi ou, selon vous, quels sont ces critères à améliorer? Je pense que la confiance en soi et la communication sont des facteurs très importants pour un bon entrepreneur. Mais d'autres facteurs, surtout l'expérience qu'un autre entrepreneur a pu acquérir sur d'autres secteurs ou peut-être sur le même secteur. L'écoute aussi, ouais, je pense que c'est des facteurs très importants qu'un entrepreneur devrait développer. Et vous écoutez beaucoup? Bon, avez-vous des modèles dans le monde de l'entrepreneuriat? Ouais, beaucoup. Au Sénégal, je peux parler de Youssou Ndour qui est une référence nationale. Effectivement, Babacar Ngom, on peut en citer un. Je ne veux pas en citer un ou deux, mais surtout les secteurs, même dans la lutte, on a beaucoup de références. Chez ces personnes-là, qu'est-ce qui vous attire? D'abord, l'estime qu'on peut avoir chez une autre personne. Ça je pense que c'est très important. Et ne pas croire qu'on a tout acquis dès le début. Je pense que l'humilité, c'est un facteur très important que j'apprécie chez un entrepreneur. Alors, quel conseil pouvez-vous donner, je donne un nom au hasard, à Mamadou Ndiaye, vendeur de pain chinois et de nems dans son chariot à Liberté 5, qui souhaite développer son entreprise? De ne pas être pressé d'abord, parce que je pense que les choses se font dans le temps. Pour moi, toutes les choses qu'on peut acquérir dans le temps, c'est des choses qui peuvent durer également. Pour moi, c'est de ne pas être pressé et de ne pas se dire que la caisse de l'entreprise, ne pas assimiler la caisse de l'entreprise à sa poche personnelle. Je pense qu'il faut beaucoup épargner, avoir une vision dans le long terme et se dire qu'on peut y arriver parce que c'est accessible à tout le monde. Et également, il y a des structures qui peuvent financer beaucoup de jeunes entrepreneurs. Donc pour moi, il faut aller vers l'information. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on a tout le temps besoin de business angel ou d'une structure de financement qui puisse nous accompagner dans le développement de notre entreprise. Justement, par rapport à ces structures mises en place par l'État pour faciliter la création et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne chose parce que l'État, pour moi, en réalité, crée un contexte qui puisse aider des entreprises à se développer. Mais moi, je vais aller plus loin. J'appelle tous les entrepreneurs sénégalais qui ont les moyens de mettre en place des crowdfunding pour pouvoir financer leurs petits frères, leurs fils et petits-fils. Parce que je pense que l'État ne peut pas être partout. Maintenant, après, la DER constitue une valeur sûre aujourd'hui parce que c'est une structure quand même qui a réussi là où d'autres ont échoué. Donc je pense que l'État devrait davantage aider la DER à se développer, mais quand même, les Sénégalais qui ont les moyens de pouvoir aider leurs jeunes frères et leurs fils, ils n'ont qu'à venir mettre en place des crowdfunding
Notamment, j'ai vu le consortium des investisseurs sénégalais, je ne sais pas encore. Donc, je pense le club des investisseurs sénégalais, je pense que c'est un bon format, mais il faut aller dans le sens d'aider les plus jeunes en les finançant parce qu'on a beaucoup de difficultés à travers les banques classiques. Parce que les gens n'arrivent pas à avoir des financements parce qu'on n'a pas de garantie, on n'a rien. Donc, pour moi, les PME qui sont là au Sénégal devraient bénéficier de leur aide en les finançant à travers même une structure. Ce n'est pas eux qui financent directement, mais ils peuvent injecter de la liquidité dans des structures financières pour pouvoir aider ces jeunes-là quand même à avoir accès à ces financements. Donc en gros, c'est un appel à la solidarité de tous les entrepreneurs sénégalais que vous faites. Effectivement. Mais justement, concernant ces structures mises en place par l'État, pensez-vous qu'il y a des choses à améliorer? Bon, je ne serai pas trop prétentieux pour dire qu'il y a énormément de choses à améliorer ou peu de choses, mais comme il y a un modèle qui réussit, pour moi, il faudrait essayer de dupliquer ce modèle ou d'élargir les tentacules de ce modèle-là. Après, comme l'État a déjà fait un pas, je pense que les Sénégalais aussi, ceux qui ont les moyens, devraient avoir plus cette culture d'aide. Parce que je vois dans les pays anglophones, je vois en Europe, qu'il y a des gens qui ont réussi et qu'aujourd'hui qui aident les plus jeunes. Pas que dans le social c'est important, nous-mêmes on est dans le social, mais il faudrait mettre les moyens qu'il faudrait réellement pour contribuer au développement de ces jeunes entrepreneurs parce qu'on a le talent, on a l'engagement, on a l'abnégation, on a la volonté de vouloir y aller, mais il ne nous manque que les moyens pour le faire parce qu'en réalité dans un business, pour asseoir un vrai business, en réalité, il faut les moyens. Et les moyens, c'est de l'argent. Et vraiment, je pense qu'il y a des gens au Sénégal qui ont les moyens d'aider les jeunes à avoir les moyens financiers pour réaliser leurs projets. Alors à présent, quel message souhaitez-vous faire passer à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais à mes frères et sœurs qu'en réalité, ce n'est pas une chose facile. L'entrepreneuriat est très, très, très difficile. Il faut vous armer, vous préparer, être patient et vous engager. Déjà, ne vous lancez pas parce que vous avez un ami ou un frère qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Trouvez le projet adéquat à vos ambitions, un bon format, étudiez votre projet, trouvez les moyens de financer votre projet et lancez-vous. Et dites-vous que ce n'est pas facile, il faut du temps, armez-vous de patience. Le message est bien passé, merci Youssouf Abba. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et à bientôt.